Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du plan de relance européen, ce fameux plan de relance qui a été présenté au mois de mai en grande pompe par Madame Merkel, assistée de Monsieur Macron, et qui fait beaucoup de bruit, et puisqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes en pleine tractation à Bruxelles pour faire évoluer, faire adopter ce plan, mais à l'heure précise où je vous parle, on ne sait pas où on en est, de nombreux blocages apparaissent, et il y a beaucoup d'opposition et de mésententes entre les principaux pays concernés. Alors, ce plan de relance, il a été lancé, comme je vous l'ai dit, en grande pompe au mois de mai. Pourtant, il ressemble quand même à un mécanisme qui existe depuis 2011, qui a été adopté par l'Union européenne, qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. Un mécanisme qui sert en fait à aider des pays en difficulté par le biais soit de prêts directs, soit de rachat de dettes pour calmer les marchés financiers qui, au moment où ils sont susceptibles d'attaquer les dettes de pays en difficulté. Alors le MES est doté d'un fonds de 700 milliards d'euros. Ce plan de relance est prévu pour une hauteur de 750 milliards d'euros. On n'est pas très loin. La différence principale, c'est que ce plan de relance, ce ne sont pas seulement des prêts, ce sont surtout des subventions directes aux États. Précisément, le plan qui avait été présenté, il y a 433 milliards d'euros pour les États de subventions, 67 milliards d'euros d'apport en garantie bancaire et 250 milliards d'euros en prêts directs. Donc la différence entre le mécanisme européen de stabilité et le plan de relance, c'est qu'une grande partie est constituée de subventions. Sinon, le principe est le même, c'est bien le principe d'une mutualisation d'une aide, et donc tous les pays européens vont contribuer en fonction d'une certaine péréquation à cet apport. Et c'est là où ça pose problème, parce que tous les pays européens vont contribuer, mais tous ne vont pas recevoir. Et vous allez le voir, on va en parler un petit peu plus loin, il y a de très fortes disparités entre ce que vont recevoir les uns et les autres. Et le problème, vous le savez, si vous écoutez l'actualité, c'est que les pays du Nord, qui vont recevoir beaucoup moins, bloquent. On les appelle les pays frugaux parce que ce sont des pays qui n'ont pas l'habitude de dépenser leur argent n'importe comment, qui font attention à leur déficit budgétaire, à la différence des pays latins, et ils restent sur leur position, défendent leurs intérêts et ne veulent pas aider les pays du Sud au-delà d'un certain niveau. Et cela nous montre bien quelque chose, c'est que l'Europe n'est pas une fédération. L'Europe, même dans les esprits, n'est pas une fédération de pays. Toutes les nations défendent leurs intérêts. Et c'est bien ça qui pose problème. Et ce faisant, elle montre bien que l'Europe n'est pas encore, loin de là, je dirais, cet espace unifié que certains voudraient voir arriver. Les pays comme la Hollande, comme l'Autriche, comme la Suède, comme le Danemark, défendent bec et ongle leurs intérêts et bloquent les négociations. Pas l'Allemagne. Aujourd'hui, pas l'Allemagne. L'Allemagne, qui est d'habitude si rigoureuse, comme elle s'était montrée à l'époque avec la Grèce, aujourd'hui est la principale promotrice, aux côtés de la France, de ce plan qui va pourtant mettre à contribution ses finances. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, véritablement, se joue le sort de l'Union européenne et de l'euro. Nous sommes à un moment particulier. Après l'épisode du Covid, l'Italie s'est sentie lâchée en pleine pandémie par les autres pays européens et l'Union européenne qui a argué qu'il n'y avait pas d'Europe sanitaire. Et donc, au beau milieu de la pandémie, les Italiens qui ont été les premiers touchés se sont trouvés seuls face à leurs problèmes, face à la pénurie d'équipements, à l'afflux de malades. Et ce sont la Russie, la Chine et Cuba qui sont venus à son secours. Et aujourd'hui, suivant les sondages, à peu près 60% des Italiens seraient prêts à quitter l'Union européenne. Donc, véritablement, l'Union européenne joue vraiment sa survie parce qu'il ne lui reste plus que l'économie pour essayer, je dirais, de redorer son blason et de montrer à quel point elle a une utilité. En plus, il y a un deuxième problème. Cette pandémie a touché beaucoup plus les pays latins, France, Italie, Espagne, que les pays du Nord, globalement. Et les économies du Sud, qui étaient déjà
largement distancés par les économies du Nord, voient l'écart se creuser encore davantage à la sortie de la pandémie. Alors, outre le problème, je dirais, psychologique, d'un rejet de l'Union européenne dans les pays du Sud, du fait, je dirais, de son absence au moment crucial, il y a un facteur économique réel et tangible, qui est que il va être de plus en plus difficile de maintenir une monnaie unique quand les économies ne cessent de s'éloigner les unes des autres entre le bloc du Sud et le bloc du Nord. Il faut rappeler, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, que au moment où l'euro a été introduit, sa parité a été calquée sur le cours du mark et légèrement en dessous. Ce qui fait que les industries allemandes ont été favorisées. Par contre, pour les industries françaises, italiennes et espagnoles, l'euro étant à une parité qui est largement supérieure au cours de leur monnaie ancienne, le franc, la lire et la pesetas, eh bien ces pays ont été largement défavorisés par cette situation parce que leurs industries ont perdu de la compétitivité à cause de ça, entre autres à cause de ça, et l'euro n'a fait que favoriser l'Allemagne qui, depuis l'introduction de la monnaie unique, ne fait qu'aspirer les industries des autres pays vers lui. Et petit à petit, il y a véritablement un gros problème au niveau des économies, de la substance économique de tous les voisins de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Union européenne joue sa survie, elle ne peut faire autrement que d'intervenir massivement pour sauver l'euro, et donc ça veut dire intervenir massivement en faveur des pays du Sud. Alors, et la France dans tout cela? On voit bien qu'au cours de ces négociations, l'Italie, l'Espagne défendent bec et ongle leurs intérêts, réclament des aides importantes. On voit que les pays du Nord, Autriche, Suède, Danemark, Hollande, font tout pour essayer de contribuer le moins possible. La France, elle, soutient ce plan. Alors on va rentrer dans les détails. Que va recevoir la France dans l'affaire? La France va recevoir 39 milliards d'euros sur la partie subvention et 0 sur la partie prêt. L'Italie, elle, va recevoir en tout 173 milliards d'euros, 82 milliards d'euros de subventions et 91 milliards d'euros de prêts. L'Espagne, elle, va bénéficier de 140 milliards d'euros, 70 milliards de subventions et 63 milliards de prêts. Et la Pologne, 64 milliards, 38 milliards d'euros de subventions et 26 milliards d'euros de prêts. L'Allemagne va, elle, bénéficier de 29 milliards d'euros de subventions. Donc, la France fait partie des pays les moins dotés. Et pourtant, a-t-elle été moins touchée par la pandémie que les autres? Bien sûr que non. La situation sanitaire de la France s'apparente à celle de l'Espagne ou de l'Italie, et est bien pire que celle de la Pologne. La récession prévue en France pour 2020, et ce sont les chiffres du gouvernement, est annoncée à 11%, plus que l'Italie, bien plus que l'Allemagne, et bien plus que la Pologne. La récession française risque d'être la plus forte qu'ait connue une puissance européenne depuis l'Allemagne en 1931. Vous vous rendez compte? Et pourtant, la France va bénéficier de 4 fois moins d'aides que l'Italie, 3 fois moins que l'Espagne et 2 fois moins que la Pologne, qui pourtant fait partie des pays les moins touchés en termes sanitaires et en termes économiques. Alors, si les pays du Nord, les pays frugaux, défendent bec et ongle leurs intérêts, la France, elle, se paye le luxe de taire un peu ses exigences, de passer sur ses besoins vitaux. Et en fait, si on regarde même plus en détail, la France va même contribuer au sauvetage des autres pays. Parce que ces sommes-là, ces fameux 750 milliards d'euros, on va les rembourser. Dans l'immédiat, ce sera effectivement un apport de trésorerie. Les 39 milliards vont nous être apportés dans l'éventualité où ce plan sera adopté en l'état. Mais par la suite, tout ceci va se payer. Et va se payer, à échéance peut-être de 2 ans, 3 ans, par le biais, très probablement, c'est ce qui avait été envisagé, d'un impôt européen. Alors, moi j'ai fait une forme de péréquation basique, en me basant sur la péréquation qui est prévue
de la contribution de chaque pays dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. Donc, si cette péréquation est retenue, la France devra contribuer au plan de relance à hauteur de 20,38% des sommes engagées. Donc, sur 750 milliards, cela correspondrait à plus de 150 milliards. Donc, vous avez bien entendu, la France va recevoir dans les mois à venir 39 milliards d'euros. Elle va devoir rembourser 150 milliards. Suivant toujours la péréquation du MES, l'Italie va donc recevoir, je vous l'ai dit, 173 milliards. Elle rembourserait, elle, 115 milliards. Donc, l'Italie serait bénéficiaire nette, même au terme du processus de remboursement. La France serait, elle, une donatrice nette. Et donc, c'est avec votre argent que l'Italie, l'Espagne et la Pologne vont se sauver. Alors, on pourrait dire, pourquoi pas, si vraiment notre pays était un modèle de gestion, que, je dirais, les finances étaient pléthoriques, que tout allait bien. Mais non, la France est dans une situation identique à celle de l'Italie, à la fois sur le plan sanitaire et économique, voire même, je pourrais dire, presque pire. Et pourtant, nous allons contribuer au sauvetage de l'Italie et de l'Espagne. Alors, pourquoi cela? On est en train de se poser des questions. Alors, premier point, on voit bien à travers cet épisode que Macron est un européiste fanatique qui est prêt à sauver l'Europe avant de défendre les intérêts français. Et puis, il y a aussi, je dirais, un deuxième facteur. Alors, on va vous dire que l'Italie, du fait que sa dette est plus élevée que la dette française, est plus menacée que la France par des attaques spéculatives sur les marchés financiers. Ce n'est pas faux. Mais surtout, l'Italie, depuis plusieurs années, est comme un funambule sur un fil vis-à-vis de l'Union européenne. Elle laisse pointer une menace subliminale de quitter l'euro, voire de quitter l'Union. Elle est, je dirais, elle n'est plus le pays européiste fanatique qu'il était il y a 20 ans. Et la Pologne, je vous signale également, la Pologne est le leader des pays de Visegrad qui se sont opposés à la politique migratoire. C'est un pays qui est toujours extrêmement sceptique et réticent vis-à-vis de l'Europe. Et donc, il semblerait que ce sont les pays les plus eurosceptiques, les plus menaçants d'une sortie, qui se trouvent les mieux dotés. L'Italie, d'ailleurs, depuis 2 ans, se met en situation d'une éventuelle sortie de l'euro. Ça ne veut pas dire qu'elle va sortir, mais ça veut dire qu'elle se met en situation de pouvoir le faire. Et je vais vous le détailler. Depuis 2 ans, l'Italie s'est dotée d'une monnaie secondaire, extrêmement faible pour le moment, extrêmement réduite, c'est le mini-bot, qui est en fait un titre de créance sur l'État, mais qui est cessible. Alors, c'est pas vraiment une monnaie, c'est un titre de créance sur l'État qui est cessible. Je dirais que c'est quand même un pas en avant, c'est le seul pays qui a mis en place un mécanisme de ce type dans toute l'Europe. Et ça pourrait être cette forme de monnaie-là qui remplacerait l'euro dans le cas d'une éventuelle sortie. Avant la pandémie du Covid-19, l'Italie était depuis plusieurs années en situation d'excédent budgétaire primaire. Un excédent budgétaire primaire, ça veut dire que si on met de côté les intérêts de la dette, l'Italie serait en excédent budgétaire, donc peut faire face à toutes ses dépenses courantes sans avoir recours au prêt. Ça veut dire que si demain, elle voulait faire défaut, ou voulait faire pression sur les créanciers pour un éventuel défaut, une renégociation de la dette, elle serait en mesure d'assurer ses besoins par ses ressources, par le simple fait qu'elle est en excédent budgétaire primaire. Pour mémoire, la France, elle, est en déficit permanent de l'ordre de 3%, et ce, vous le savez, depuis à peu près 2003. D'autre part, l'Italie est en excédent commercial, 50 milliards d'euros. Ça veut dire qu'une éventuelle sortie de l'euro ne déstabiliserait pas la monnaie sur ce front-là. La France, elle, est en déficit commercial de 70 milliards, donc l'Italie, 50 milliards d'excédent. Et alors en plus, il y a eu un événement qui a été assez peu médiatisé. Il y a 2 ans, lors d'une visite à Washington, le président du Conseil, Conte, a obtenu de Trump l'engagement de racheter pour 400 milliards d'euros de dette italienne en cas d'attaque spéculative sur les marchés. Donc on voit bien que l'Italie cherche depuis au moins 2 ans à nouer des contacts pour avoir, si vous voulez, une protection
d'autres pays pour le cas où un dilemme viendrait et surviendrait avec l'Union européenne. Et ce dilemme pourrait bien arriver dans les semaines et les jours qui viennent si ce plan de relance n'est pas adopté suivant ce qu'elle prétend devoir recevoir. Donc, que se passe-t-il, ce plan de relance ? Eh bien, ce plan de relance n'est pas un plan de relance équitable qui vient pallier aux réels problèmes des pays en fonction de la réalité de leurs difficultés. C'est un plan de relance qui vient solder le chantage au maintien dans l'euro et un maintien dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont les pays qui font le plus de chantage, qui menacent le plus, qui obtiennent le plus. Et bien entendu, dans ce contexte-là, vous vous en doutez, notre pauvre France est gravement lésée. Elle va toucher à peine plus que l'Allemagne, qui aura une récession de l'ordre de la moitié de la sienne. Macron, à travers cette expérience-là et ce moment-là, montre bien, en réalité, qu'avant de défendre la France, il défend une idéologie, il défend l'Union européenne, il défend l'européisme et derrière tout ça, bien entendu, le mondialisme.